Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve du coup aujourd'hui pour une présentation du coup sur l'énéagramme. Donc l'énéagramme, c'est quoi? En fait, c'est un outil d'exploration de soi-même, voilà, avec 9 différents types de personnalités. C'est un outil très profond, très puissant du coup qui nous aide à comprendre un peu plus en profondeur nos peurs, nos fonctionnements, nos motivations. Donc moi aujourd'hui, je nous invite aussi à l'aborder un petit peu, à l'explorer avec curiosité, avec bienveillance, avec le moins de jugement possible. Donc voilà, pour aussi être un petit peu plus dans cette ouverture, pour mieux se comprendre et mieux se connaître. Voilà, c'est un sujet qui est quand même très complexe. Donc aujourd'hui, ce serait une présentation plutôt synthétique, mais voilà, garde à l'esprit que voilà, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet que ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Ça serait trop bien aussi que ça soit un petit peu plus interactif, qu'il y ait des personnes qui puissent participer dans le chat avec des questions, si vous en avez, ou mettre des emojis, voilà, etc. Et puis, je préfère aussi quand même préciser que je suis pas, je ne me considère pas experte dans le sujet. Je suis très passionnée par l'énéagramme depuis quelques années. Je me suis formée aussi sur le sujet. Et puis, voilà, je me suis bien renseignée, mais je préfère quand même préciser que je ne me considère pas non plus experte. Donc, voilà, rentrons un petit peu dans le sujet. Donc, voici la structure de l'énéagramme. Donc, comme on peut voir, en fait, il y a un cercle avec du coup 9 différents types de personnalités. Donc, chaque personnalité aussi a un nom associé du coup aux différents énéatypes. On va les appeler comme ça. Donc, on peut voir aussi que du coup, par le cercle, elles sont toutes connectées entre elles. Il y a aussi du coup des flèches, enfin des traits, donc à l'intérieur du cercle, qui vont du coup interconnecter plus précisément, enfin plus particulièrement du coup certains types de personnalités entre elles aussi. Donc, un peu d'histoire très brièvement. L'étymologie du coup du mot énéagramme, c'est quoi? Donc, ça vient d'origine grecque. Énéa, en fait, ça veut dire 9 en grec, et gramma, ça veut dire figure ou dessin. Donc, littéralement, en fait, l'énéagramme, ça veut dire figure ou dessin, donc à 9 points. Donc, voilà un petit peu pour cette partie un peu plus structurelle. Donc, voilà, je préfère quand même aussi préciser que du coup, on a un nom associé donc à chaque énéatype. Voilà, ça va paraître un tout petit peu réducteur comme ça, le nom perfectionniste ou altruiste, etc. On va rentrer un petit peu plus en profondeur, bien évidemment, du coup, par la suite. Et voilà, c'est déjà pour comprendre un petit peu et puis avoir déjà une première idée un petit peu des différents énéatypes. Donc, pour continuer, on voit aussi que du coup, il y a des centres d'intelligence. Donc, en fait, c'est 9 différents énéatypes, donc avec la même structure qu'on vient de voir juste avant, sont en fait du coup divisés en 3 parties. Donc, en fait, on les appelle les 3 triades. Et ces 3 triades, du coup, sont séparées en fait selon, du coup, il y a une partie, on va dire, émotionnelle, une partie mentale, une partie instinctive. Donc, on peut voir du coup pour la partie 8, pour l'énéatype 8, 9 et 1. Donc, ça va être des énéatypes en fait qui vont se retrouver beaucoup plus dans la partie instinctive, directement connectée du coup avec notre ventre, donc en termes de partie du corps. Et en termes d'émotions du coup associées du coup à cette triade, ça va surtout être la colère. Donc, il y a forcément, enfin, bien évidemment, du coup, des différences entre le 8, le 9 et le 1. Mais en général, du coup, on va quand même avoir un consensus d'émotions qui va du coup être donc la colère pour cette triade-là. La deuxième triade, du coup, c'est la triade émotionnelle. Donc là, ça va être le 2, le 3 et le 4. Donc là, en termes de partie du corps qui va être associée du coup à cette triade, ça va être le cœur. Et l'émotion, du coup, associée donc aussi à cette triade, du coup, ça va être la honte. Et pour la troisième triade, du coup, qui est le 5, le 6 et le 7, donc là, ça va être du coup la triade mentale, donc qui est directement du coup associée à la tête. Et l'émotion principale du coup de cette triade-là, ça va être du coup l'anxiété. Donc là, c'est un petit peu pour comprendre qu'il y a quand même une émotion principale par triade, on va dire. Mais concrètement, c'est quoi un petit peu l'essence derrière tout ça? C'est quoi un petit peu l'essence de l'énéagramme? Comme je vous ai dit, c'est un outil assez puissant. Voilà, c'est vraiment un outil de connaissance de soi-même. Et en fait, l'objectif de l'énéagramme, voilà, c'est de nous aider à mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, prendre un peu plus de conscience de qui on est, pour pouvoir du coup mieux s'accompagner dans la vie, on va dire prendre des décisions un peu plus cohérentes pour du coup avoir un chemin de vie qui nous rend plus heureux. Donc, ça nous aide du coup à mieux comprendre aussi nous-mêmes et aussi les autres. Donc, que ce soit du coup dans le cadre professionnel ou personnel. Donc, c'est un outil qui peut vraiment nous aider du coup à améliorer nos relations, avoir un peu plus de conscience du coup dans la manière d'interagir avec les autres. Donc, voilà un petit peu pour cette partie-là. Sinon, vraiment au cœur de ce modèle, en fait, ça va être un modèle qui est vraiment construit autour de notre blessure principale, qui est souvent du coup inconsciente, souvent créée du coup pendant notre enfance.
Voilà, on va dire que c'est forcément, il y a forcément du coup la création de douleurs, de traumas, de manques, de choses qui vont nous peiner du coup pendant notre enfance, parce que c'est forcément, enfin, on va dire, impossible de répondre aux besoins d'un enfant du coup à 100%. Donc il y aura du coup une création d'une blessure à un moment ou à un autre. Et en fait, du coup, l'énéagramme se concentre en fait vraiment sur du coup cette blessure qui est créée en nous. Et en fait, l'humain, pour du coup ne pas faire face à cette blessure tous les jours et ne pas la revivre du coup au quotidien, va en fait du coup créer, va avoir du coup une croyance limitante, donc on va dire un peu un filtre, une fenêtre par laquelle du coup je vois le monde, par laquelle du coup j'interagis avec le monde. Et en fait, cette croyance limitante qui n'est pas vraie, mais va du coup pas mal nous limiter tout simplement dans notre expérience du coup humaine. Et donc, va nous créer aussi un petit peu ce masque donc qui regroupe un petit peu voilà, notre personnalité, nos comportements, nos motivations, etc. D'ailleurs, j'ai fait un peu mes recherches. En fait, il se trouve que le mot persona, donc de personnalité, veut littéralement du coup dire masque en latin. Donc voilà, c'est qu'en fait, notre masque est du coup notre personnalité. Donc voilà, l'idée, c'est de comprendre un petit peu plus et prendre un peu plus de conscience du caractère qu'on a créé, comment on s'adapte au monde, comment on se protège un petit peu de revivre du coup certaines blessures. Et justement, prendre conscience en fait, de cette blessure de base pour justement s'en limiter. Donc l'idée, c'est pas non plus d'enfermer des personnes dans des cases. Moi, je préfère quand même préciser que c'est pas... moi, par exemple, je suis aînée type 7. Donc l'idée, c'est pas non plus que tu dises, du coup, je suis aînée type 7, donc j'ai forcément ce comportement-là, ou je vais forcément du coup avoir ces motivations-là. L'idée aussi, c'est qu'on puisse en prendre conscience pour justement s'en libérer. D'où du coup l'idée, d'en prendre conscience et de s'explorer à travers l'énéagramme. Donc, un petit exemple du coup de l'énéatype 1, par exemple, ça va être leur blessure principale, du coup, ça va être la peur d'être mauvais, d'être corrompu, d'être immoral. De là, du coup, la croyance limitante qui va se créer, c'est je dois être parfait pour être digne d'amour et de respect. Donc, c'est un petit peu le filtre par lequel ils vont voir le monde. Et donc, ça va créer du coup un masque, une personnalité qui va être très perfectionniste, très exigeante, dans la critique, pour justement ne pas être constamment du coup connecté avec cette peur d'être mauvais, d'être corrompu, d'être immoral, etc. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Pour continuer. Donc les niveaux de développement. Donc en fait, l'énéagramme, en fait, ça propose un modèle évolutif. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque énéatype, donc pour tous les différents types de personnalités, donc pour les 9 types qu'on va voir par la suite, il y a aussi du coup 9 niveaux de développement. Donc c'est-à-dire qu'on peut classifier du coup un peu par les couleurs qu'on voit. Donc les verts, ça va être les niveaux, on va dire, un peu plus sains, un peu plus épanouis. Donc c'est là où du coup la personne va être un peu plus équilibrée, un peu plus centrée. Voilà, on va dire qu'il y aura plus de clarté, un peu plus de compassion, d'empathie, d'harmonie aussi avec nos valeurs, de comment on vit un petit peu, comment on choisit de vivre notre vie. La partie orange, du coup, c'est le niveau moyen. Donc là, c'est une personne qui va peut-être se laisser un petit peu plus influencer par ses mécanismes de défense, être un peu plus réactif, un peu peut-être moins objectif. Voilà, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que du coup, c'est des personnes un peu moins épanouies. Et la troisième partie, du coup, la partie rouge, la partie un peu plus pathologique. Donc c'est là où il peut y avoir un peu des fonctionnements dysfonctionnels, voilà, pas mal de stress, de dépression, de rejet. Donc voilà, assez déconnecté du coup de notre moi intérieur, notre moi profond. Donc l'idée, c'est pas de juger, de se dire mince, je pense que je suis au niveau 5. Voilà, c'est pas d'être dans le jugement, mais au contraire de se dire ok, au moins je vois un petit peu comment je peux m'améliorer, de prendre conscience de là où j'en suis aujourd'hui dans mon niveau de développement personnel et sans le jugement, justement s'aider en fait à se libérer du coup un petit peu de ces mécanismes de défense. Donc voilà un petit peu pour les niveaux de développement. Donc je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai super soif. Voilà, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, donc des 9 énéatypes. Donc là, l'invitation, c'est, je vous invite à faire, du coup, c'est écouter avec bienveillance, avec curiosité, les 9 différents types, voir un petit peu lesquels me parlent le plus. Peut-être que je vais identifier 2-3 types où je me dis, je pense que peut-être ces 2-3 ou ces 3-4 types, ça pourrait potentiellement être moi. Et voilà, un petit peu par la suite, rentrer un peu plus en profondeur, du coup, pour creuser par la suite. Et souvent, celui qui nous met un peu plus mal à l'aise, ça peut être le nôtre. Voilà, ça fait un peu effet miroir. Donc, c'est là où on se dit, mince, j'aimerais vraiment pas être celui-là. Et c'est souvent le nôtre, du coup. Donc, voilà, ça peut être un bon point de départ aussi pour explorer tout ça. Donc, l'énéatype numéro 1,
rentrons dans le vif du sujet. Donc, c'est le ou la perfectionniste. Donc, la peur profonde de ce type de personnalité, ça va être du coup une peur d'être une mauvaise personne, d'être corrompu, d'être immoral, de ne pas être bon, de ne pas être juste. Ils ont vraiment très peur du coup d'être perçus comme des personnes qui ne font pas bien les choses. Leur motivation principale, du coup, c'est des personnes qui vont chercher à vivre selon des principes élevés, d'être juste, d'améliorer le monde. C'est des personnes avec très éthiques, très responsables, qui suivent les règles, qui veulent vraiment, du coup, être justes. Et leur objectif, du coup, c'est constamment d'améliorer le monde, d'améliorer les choses, d'être irréprochable et donc d'être digne de respect. Leurs croyances limitantes, donc comme on l'a vu avant, c'est pas quelque chose qui est vrai, mais c'est un petit peu le filtre à travers lequel on vit le monde. Donc là, pour le négatif 1, c'est je dois être parfait pour être digne d'amour. Donc voilà, si je ne fais pas tout parfaitement, je ne vais pas être aimée. Donc voilà, c'est des personnes qui ont une voix intérieure assez critique, assez tyrannique, voilà, qui les poussent toujours à chercher à s'améliorer, à corriger un petit peu les défauts. Leur comportement typique, donc pour les reconnaître, c'est des personnes qui aiment bien quand c'est tout carré, ordonné, voilà, qui ont soit un environnement très ordonné, très organisé, que ce soit du coup chez eux, sur leur bureau, etc. C'est des personnes qui suivent des règles, qui ont des standards assez élevés, qui peuvent être un petit peu intolérants, parfois un peu, on va dire, pas très flexibles, assez rigides, et qui du coup qui délivrent un travail de haute qualité, très précis et en général du coup on va dire assez carré. Leur force, c'est quoi leur point fort? Du coup, c'est des personnes qui ont un sens de l'éthique très élevé, qui sont très rigoureux, qui ont une vraie capacité du coup à inspirer le changement dans les équipes aussi. Et ce qu'on voit dans la petite bulle en haut à droite, du coup, en vert, c'est si on repense du coup au niveau de développement qu'on a vu juste avant, donc en fait, quand la personne se soigne et justement, on va dire, devient plus épanouie et fait face un petit peu à cette peur pour du coup justement les surmonter, cette personne du coup va développer de l'acceptation, de la tolérance, parce que c'est des personnes qui du coup vont devenir du coup plus sereins et en fait capables de lâcher prise et apprendre que du coup, justement, en fait, ils peuvent avoir un sens de la justice et de l'éthique, mais tout en ayant du coup cette compassion, cette tolérance qui va un petit peu se mélanger avec, et avoir du coup une voix intérieure un peu moins dure, un peu plus constructive, sans autant de jugement. Donc voilà un petit peu pour le 1. Je ne sais pas si déjà vous voulez partager un petit peu dans le chat s'il y a des personnes qui se reconnaissent dedans. Même dans le chat, plutôt par les emojis que vous avez, du coup, mettre des pouces si vous reconnaissez, des smileys tristes si vous n'êtes pas un des 1. Je vois quelques smileys tristes, j'ai vu quelques pouces, ok. Trop bien, donc on a un petit mélange. De toute façon, on fait un peu de tout dans la vie, sinon c'est un peu boring, donc c'est cool qu'il y ait un peu de tout. Alors, l'heure de voter, c'est ma partie préférée, c'est les jeux. Qui, selon vous, est le numéro 1? Est-ce que ça va être le père de Nemo, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, Hermione ou Bûcher Indestructible? Donc, je vous laisse mettre dans le chat si vous pensez que c'est le 1, le 2 ou le 3. Le 2, le 2, le 2, le 2, le 3, le 1. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la réponse? Du coup, c'est bon, je pense qu'il y a une grande majorité de personnes qui ont dit 2. En effet, du coup, c'est Hermione qui va tout le temps du coup, chercher à avoir les bonnes réponses, à participer en cours, à être super carré, suivre les règles, qui a trop peur de faire un peu des conneries, même si au final, on en fait plein. Mais voilà. D'ailleurs, vous allez voir, il y a beaucoup de Harry Potter et beaucoup de dessins animés dans mes images. Continuons du coup avec le 2, l'énatype du coup numéro 2. Donc, leur peur fondamentale du coup de l'énatype 2, c'est des personnes qui du coup ont vraiment peur de ne pas être aimées, d'être rejetées, en fait, de ne pas être utiles, de ne pas être nécessaire pour les autres. Donc, leur motivation principale, c'est justement d'être aimé, d'être nécessaire, donc en aidant du coup constamment les autres. Ils veulent être appréciés, ils veulent être indispensables en fait, parce que du coup, ils vont se sentir valorisés vraiment à travers de ce qu'ils apportent aux autres, pour se sentir du coup exister, reconnus, aimés. Leur croyance limitante, du coup, c'est si je ne suis pas utile aux autres, je ne suis pas digne d'amour. Donc voilà, si je suis aimée, seulement si j'aide, seulement si je rends service, si je suis utile. Donc voilà un petit peu leur filtre à travers ils vivent leur expérience humaine. Leur comportement typique, du coup, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup d'attention aux besoins des autres, parfois un petit peu au détriment des siens. C'est des personnes chaleureuses qui vont toujours être présentes pour les autres. Ah, je vois déjà plein de pouces, trop bien. Du coup, vous anticipez la prochaine slide, c'est parfait. Des personnes, du coup, à l'écoute, qui vont être généreuses, qui vont faire preuve de beaucoup de compassion, d'attention. Parfois, ils peuvent aller un petit peu trop loin aussi. Parfois, ils peuvent imposer un petit peu aussi leur... en fait, ils ont tellement besoin
d'aider les autres, que parfois ils peuvent un petit peu imposer leur aide auprès des autres qui parfois n'ont pas besoin en fait. Mais voilà, c'est un petit peu une manipulation pas méchante, mais un petit peu inconsciente, voilà, de vouloir un petit peu de l'attention et de la reconnaissance externe. Leur point fort, donc c'est des personnes qui sont très empathiques, des personnes généreuses, qui ont une grande capacité à créer des liens, voilà, qui vont du coup voilà, apporter pas mal de choses positives au monde tout de même. Et en fait, quand ils se soignent, comme on a dit avant, c'est des personnes du coup qui vont développer donc de l'humilité, de l'amour de soi. En fait, ils vont apprendre qu'ils n'ont pas forcément besoin en fait de toujours donner aux autres, qu'en fait c'est assez suffisant juste d'être eux-mêmes. Donc voilà, ils vont apprendre en fait à moins donner aux autres, ou alors à donner aux autres, mais depuis vraiment du coup un endroit de vouloir le faire, parce qu'ils en ont envie plus que par une peur de ne pas être reconnus ou être acceptés, pardon. Comment reconnaître ce genre de personnes? C'est des personnes qui aident tout le monde, voilà, qui donnent beaucoup de conseils, qui sont toujours disponibles pour les autres. Donc voilà un petit peu pour le 2. Donc voilà, je vois que vous avez déjà répondu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de pouces? On a beaucoup de 2 chez Extia. Quelques personnes non. Ok, trop bien. Parfait. Merci du coup pour votre participation. Et l'heure de voter. Qui sont vous du coup? Et l'initiative numéro 2. 1, 1, 3. Il y a pas mal de 1, quelques 3. En effet, du coup, c'est 1. C'est du coup une personne qui va être constamment dans l'aide, constamment du coup vouloir aider les personnes autour d'eux. Passons du coup à l'initiative numéro 3. Donc là, ça va être le battant ou la battante. Donc leur peur fondamentale, du coup, c'est de ne pas avoir de valeur ou d'échouer. C'est des personnes qui ont du coup très peur de ne pas réussir, d'être humiliées, d'être inutiles, d'être incompétents. Leur motivation principale, du coup, c'est d'être reconnus pour leur réalisation, pour leur réussite. Donc voilà, c'est des personnes qui vont du coup voilà, vraiment vouloir atteindre les objectifs, être admirées, projeter du coup une image de succès, être perçus comme compétents, comme efficaces, comme inspirants. Leur croyance du coup limitante, c'est je suis ce que je réussis. Si je n'ai pas de succès, je ne vaux rien. Donc en fait, je ne vaux quelque chose que si j'ai réussi. Donc c'est des personnes qui vont vraiment associer en fait leur identité, leur valeur, à leur performance, à l'image qu'ils renvoient aux autres, à leur réussite externe. Donc leur comportement typique, du coup, c'est des personnes qui vont être très orientées vers les objectifs, qui recherchent la validation. C'est des personnes qui sont souvent très charismatiques, assez dynamiques, voilà, orientées résultats, qui soignent beaucoup leur image, qui met aussi beaucoup en avant leur réussite. Parfois peuvent s'attribuer un petit peu tous les honneurs. Et quand du coup ils sont dans un contexte un peu plus difficile où ils ne performent pas, ils vont un petit peu fuir, voilà, enfin un peu se cacher derrière un masque, pour du coup justement qu'on voit un petit peu le moins possible leurs failles et le fait qu'ils ne performent pas. En fait, dans le fond, ces personnes sont très sensibles du coup à la validation externe et au regard des autres personnes. Leur point fort, du coup, c'est des personnes très ambitieuses, très efficaces, qui ont beaucoup de charisme. Et justement, en fait, quand le 3 se soigne et qu'il devient de plus en plus épanoui, en fait, il apprend à être plus authentique, à être plus vrai, à se montrer tel qu'il est. Et justement, de ne pas être dans cette peur de devoir se cacher derrière son image, derrière ses réussites, de se dire, en fait, même avec mes échecs, voilà, j'ai aussi ma place. Et je peux aussi être aimée. Comment reconnaître ce genre de personnes? C'est des personnes qui brillent, souvent c'est des personnes les plus populaires voilà, au lycée, c'est des personnes qui parlent souvent de leur réussite. Voilà, c'est des personnes qui se mettent en avant, mais qui sont aussi naturellement un peu ce charisme. Voilà, ils rentrent dans une salle, on les remarque. Donc voilà un petit peu le 3. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans le 3. Pas beaucoup. Des smileys qui rigolent. Ok. Parfait, trop bien. L'heure de voter. Alors, qui selon vous, du coup, est l'énatif 3? Je pense que celui-là, c'est peut-être le plus difficile dans les options que j'ai pu mettre. Alors, j'attends vos petites réponses. 1, 2, 1, 2, 3. Ok, on est pas mal, on a quand même une majorité de 2. En effet, du coup, c'est bien Rachel Green, qui du coup est la populaire, qui soigne toujours son image, etc., et qui a vraiment envie d'avoir du succès constamment. Donc trop bien, vous avez bien compris. Les natifs du coup 4, c'est le ou la romantique, l'artiste. Donc c'est des personnes, leur peur fondamentale du coup c'est de ne pas avoir d'identité, de ne pas être significative.
Donc, c'est des personnes qui, du coup, ont vraiment, ont peur de ne pas avoir d'identité propre, d'être banales, d'être vides, d'être oubliées, d'être abandonnées. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment, du coup, avoir peur de ne pas avoir une place particulière dans le monde. Leur motivation, du coup, principale, c'est être unique, être différent, être irremplaçable. Ils ont souvent quelque chose, du coup, d'assez particulier pour s'exprimer, que ce soit à travers l'art ou autre, voilà, qui les rend un peu spéciales pour un petit peu ressortir du lot. Et ne pas se mélanger un petit peu dans cette banalité. Leur croyance du coup limitante, c'est je dois me démarquer pour exister. Si je ne suis pas unique, je suis invisible ou abandonnée. Je dois me démarquer du coup pour exister, etc. Donc voilà un petit peu pour la croyance limitante du 4. Leur comportement typique, du coup, c'est des personnes qui recherchent beaucoup d'originalité, une expression émotionnelle très intense, des personnes assez hypersensibles qui vivent du coup la vie avec une intensité émotionnelle forte. C'est des personnes qui, comme je disais, ne sont pas forcément des artistes, mais ils ont souvent ce truc hors norme, ils ressortent toujours un petit peu du lot. Et en fait, ils ont aussi cette approche de je suis différent, mais de manière douloureuse aussi, je suis moins bien que les autres. J'ai quelque chose qui me manque pour réussir ou faire partie un petit peu de ce monde, de ce groupe. C'est des personnes, du coup, leur point fort, c'est des personnes très, très créatives, très sensibles, qui, du coup, ont une profondeur émotionnelle très forte. Ça peut être des super thérapeutes aussi à ce niveau-là. Et en fait, du coup, quand ils se soignent, ils vont du coup développer donc le contentement, l'équanimité, donc dans le sens en fait ils vont apprendre à se valoriser eux-mêmes comme les autres en fait, ne pas sentir moins bien, ne pas sentir un petit peu en dehors du lot, et en fait se contenter du coup de leur créativité, de leur intensité émotionnelle, etc. Et ne pas le voir du coup comme quelque chose de problématique. Un exemple simple, du coup, pour reconnaître ce genre d'énéatypes, c'est des personnes qui se distinguent souvent par leur style, qui ont souvent une touche créative, donc voilà, qui sont assez différents et assez, du coup, sensibles. Donc voilà un petit peu pour le 4, je sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans le 4. Des pouces, des tristesses, des petits smileys tristes. Ok, donc pas énormément de 4, quelques-uns quand même. L'heure de voter, ma partie préférée, du coup, qui selon vous est l'énéatype numéro 4? Trop bien, là c'est très clair, quasiment tout le monde a un. C'est bien. Aucune hésitation, c'est bien Mathilde. Parfait. Parfait, c'est très bien. Continuons du coup avec les natifs. Pardon. Donc là, ça va être la personne du coup qui va être l'observateur, l'observatrice, le penseur, l'initiateur. Leur peur fondamentale, c'est d'être utile, d'être incompétent, voilà, de ne pas avoir de ressources en fait, d'être un petit peu dépassé par les exigences de la vie quotidienne ou les émotions un peu envahissantes. Leur motivation principale, c'est de chercher à comprendre le monde et à être compétent. C'est vraiment une connaissance qui vont se sentir en sécurité grâce à ce qu'ils connaissent, à leur connaissance, à ce qu'ils un petit peu garder. Mince, on t'entend plus trop. Ok, ça marche. Est-ce que là, c'est bon? Là, pour l'instant, là, c'est OK. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Ok, ça marche, parfait. Bon, on va continuer. Vous me dites si jamais c'est un rebug comme ça, je répète. Pas de souci. Du coup, le 5, donc c'est des personnes qui vont chercher, donc, comme je disais, donc, à accumuler des connaissances. Donc peut-être que je répète un petit peu vu que ça a bugué. Voilà, qui ont leur peur d'être inutile, d'être incompétent, donc ils vont préférer en fait avoir une expérience vitale plutôt dans la théorie, plutôt dans l'analyse en fait de la vie plutôt que l'expérience en elle-même, donc qui vont pas forcément se lancer dans la vie, mais plutôt être un peu en retrait et l'analyser. Leur croyance limitante, c'est du coup, je dois tout savoir avant d'agir, sinon je serai vulnérable. Donc voilà, ils ont peur d'être un poids en fait pour les autres, donc ils vont vraiment toujours vouloir tout comprendre, tout savoir avant de se lancer. Comment les reconnaître? Du coup, leur comportement typique, c'est des personnes qui vont toujours être en recherche de connaissances, un petit peu en retrait émotionnel, toujours vers du coup tourner vers l'analyse, la réflexion. Ils posent beaucoup de questions, ils adorent théoriser, conceptualiser. C'est des personnes aussi qui vont parfois se sentir un peu plus à l'aise dans des conversations très complexes ou très, très techniques. Par exemple, la physique quantique, c'est l'exemple qui me vient là à l'esprit, plutôt que du coup d'être, en fait, de parler de choses un petit peu de la vie quotidienne, donc de leurs relations, ou de leur travail ou en entretien, ils vont avoir un peu plus de mal. C'est des personnes en fait, qui préfèrent être dans l'analyse et dans la compréhension du monde depuis le savoir plutôt que depuis l'expérience. Leur point fort, du coup, c'est des personnes qui vont être très curieuses, qui vont être objectives, qui vont être indépendants, qui vont aussi apporter beaucoup de connaissances à l'évolution, du coup, aussi de notre analyse du monde, etc.
Et en fait, quand le 5, du coup, il commence à se soigner, il commence à sortir un petit peu de sa bulle. Il découvre, du coup, qu'il peut être présent, qu'il peut être engagé. En fait, il commence à faire confiance un petit peu plus. Il a plus d'ouverture émotionnelle. Il est un peu plus désintéressé, un peu plus généreux, du coup, avec ses connaissances. Donc, il commence à partager ses connaissances avec les autres. Et désintéressé dans le sens où il ne va pas être autant dans ce besoin constant de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et se lâcher un petit peu. Donc voilà l'exemple simple, sans mettre trop de stéréotypes, mais voilà, c'est le chercheur brillant du coup dans le laboratoire qui va vraiment du coup creuser à fond, de manière assez passionnée du coup par ses découvertes, etc. Qui va être plus à l'aise dans ce type de métier que par exemple un dîner en famille ou de partager un petit peu son quotidien avec quelqu'un. Donc voilà, je ne sais pas si on a des 5 parmi nous, Shakespeare. Trop bien, ok, quand même, quelques 5. Ok. Cool, c'est l'heure de voter, donc je vous laisse, comme à chaque fois, mettre du coup dans... Ouais, je pense que celui-là, il n'est pas trop dur. Peut-être que c'est le plus simple. Trop bien. Bon, en tout cas, c'est assez clair. Tout le monde voit que c'est le 3, donc ça, c'est cool. Donc, continuons du coup avec les néatypes 6. Donc, les néatypes 6, du coup, ça va être le loyal ou la loyale. Donc, leur peur fondamentale, du coup, c'est de ne pas avoir de soutien, d'être abandonné. Ils ont peur, du coup, de se retrouver face à un danger, à une situation qu'ils ne pourraient pas gérer et surtout seuls. Donc, c'est des personnes qui redoutent un petit peu aussi de leur propre voix intérieure, qui ne se font pas trop confiance à eux-mêmes et qui ont très peur d'être trahis, du coup, par les personnes en qui ils ont placé, du coup, leur confiance. C'est des personnes, du coup, leur motivation, c'est vraiment, du coup, chercher la sécurité, la stabilité, la fiabilité autour d'eux. Vraiment, du coup, avoir du soutien dans leurs relations, dans les systèmes qui les entourent. Leur croyance limitante, du coup, c'est « je ne peux pas me fier à moi-même, je dois donc compter sur les autres pour être en sécurité ». Donc voilà, c'est des personnes qui, dans leur comportement typique, c'est des personnes qui vont rechercher beaucoup de sécurité, être un peu sceptiques, c'est des personnes ultra loyales, qui vont vraiment être très engagées aussi, que ce soit dans leur travail, dans leur relation, etc. Ça, c'est mon entendu, ça rebelle, parce que je vois quand la caméra est bien. J'attends les réponses. Ça bug. Ça rebug un peu, ça coupe, ok. Mince. Alors j'attends un petit peu. Les réseaux Barcelone. En effet. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Ouais, c'est toujours un peu coupé. Ouais, ça s'est pas amélioré depuis la dernière fois. Non, c'est pire. Ok. J'attends un peu. Là, ça a l'air d'être mieux. Moi, en tout cas, ma caméra, elle bug un peu moins. Ouais, ça a l'air d'être mieux. Peut-être si je parle trop vite, il n'y arrive pas, mon ordi. Je pense pas que c'est lié à ça. Bon, je continue. Est-ce que... Au cas où. Le 6, du coup, je pense qu'il n'y a pas besoin de répéter. Sinon, ça prend un peu trop de temps. Vous me dites si jamais il y a besoin. Donc voilà, c'est des personnes qui, du coup, vont être très loyales, assez sceptiques, du coup, du monde autour d'eux. Leur point fort, du coup, c'est des personnes très fidèles, dans la prévoyance aussi, et super responsables. Et justement, en fait, quand ils se soignent, ils vont prendre confiance en eux. En fait, ils vont apprendre à mieux s'écouter eux-mêmes et pas avoir besoin autant, du coup, de la validation des autres et de la confirmation des autres. Et ils vont justement développer ce courage, du coup, de surmonter un peu leur peur, sortir un peu de leur peur, de leur anxiété. Aussi, c'est les natifs qui vont ressentir le plus de l'anxiété. Donc voilà, sortir un petit peu de cette anxiété excessive pour avoir un peu plus de stabilité et de tranquillité, de paix intérieure. Donc voilà un petit peu pour le 6. Est-ce que je me reconnais? Est-ce qu'on a des 6 ici? 6. Ok, quelques 6. Parfait. C'est l'heure de voter. Moi, je pense que celui-là, il n'est pas très compliqué non plus, mais on va voir selon du coup, vos résultats. C'est très bien, vous avez bien compris, c'est le 1. Parfait, top, bon, super. Continuons du coup avec les natifs 7. Celui-là, je le connais très bien vu que c'est le mien. Donc, leur peur fondamentale, du coup, c'est des personnes qui vont avoir peur de manquer quelque chose, d'être limitées, d'être en souffrance, de ne pas avoir, d'être privées de liberté et de plaisir. Donc, ces personnes qui vont beaucoup fuir, du coup, la souffrance et vont avoir peur, du coup, de l'ennui émotionnel. Donc, c'est des personnes qui vont être motivées, du coup, par des expériences excitantes, éviter la douleur, des expériences positives, rester libre, léger, enthousiaste. Garder un petit peu le contrôle sur leur bien-être,
par l'action, du coup, la nouveauté, être constamment stimulée, c'est des personnes qui ont un agenda ultra rempli, voilà, qui vont être en constante recherche du coup, de stimulants pour ne pas ressentir un petit peu ce vide intérieur. Leur croyance limitante, du coup, c'est si je fais face à la douleur, je serai piégée. Je dois donc fuir pour être libre. Voilà, leur comportement typique, c'est très optimiste, qui recherche le plaisir, qui évite du coup la souffrance. Voilà, c'est des personnes joyeuses, assez curieuses, qui ont beaucoup d'idées, qui ont tendance à en faire trop. C'est des personnes qui peuvent être un peu dispersées. Des personnes qui ont du mal aussi à trouver, on va dire, voilà, qui changent pas mal de décisions, qui ont du mal aussi à s'engager un petit peu dans les choses long terme. Leur force, du coup, c'est des personnes. Leur force, du coup, c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très créatives, qui ont une capacité, du coup, à inspirer les autres autour d'eux. Et c'est des personnes, du coup, aussi, quand ils vont se soigner, en fait, ils vont. Ah, ça coupe. Vous entendez? Ah mince, c'est relou en vrai. Ah non, ça va mieux. Merci Claire, parfait. Donc je continue. Donc voilà, c'est des personnes, du coup, quand ils se soignent, en fait, ils s'ouvrent en fait à cette. Enfin, ils sont moins un petit peu dans cette fuite constante, du coup, de la souffrance et de l'ennui. Ils vont apprendre aussi en fait, à valoriser toutes les choses, donc un petit peu être dans la sobriété. Donc, ne pas être dans cette surestimulation constante, mais justement valoriser un petit peu toutes les choses simples de la vie et se tempérer, donc un petit peu ralentir, ne pas être autant dispersé, ne pas changer autant de fois. Voilà, comment reconnaître du coup les personnes 7, ces personnes qui multiplient les projets, les sorties, toujours très souriants, voilà, qui évitent un peu tout moment de vide, de silence. Donc voilà un petit peu pour le 7. Est-ce qu'on a des 7 d'autres? Ok, on a beaucoup de 7. Bien. C'est l'heure de voter. Donc je vous laisse mettre dans le chat la personne que vous pensez être le 7. Il y a un peu d'hésitation là pour le coup. Ok, il y a quand même une majorité de 3. Donc en effet, ça va être le 3. Voilà, Joy qui va être constamment du coup ultra heureuse et très énergique, mais qui a tellement peur de ressentir toute souffrance. Donc très bien. Passons du coup à l'ENA-type 8. Donc l'ENA-type 8, du coup, c'est les personnes qui vont... ça va être du coup le protecteur, la protectrice. Ces personnes qui ont du coup leur peur fondamentale, ça va être du coup de craindre de se montrer faible ou vulnérable. Peur du coup d'être contrôlée en fait par les autres. Ils ont une peur du coup viscérale de l'injustice et refusent du coup toute forme de domination. Leur motivation du coup c'est d'être autonome, de contrôler leur environnement, de protéger les autres, d'être fort, d'être indépendant. Donc voilà un petit peu pour leur motivation. Leur croyance limitante du coup ça va être si je montre ma vulnérabilité, je serai exploitée ou rejetée. Donc voilà, si je ne contrôle pas, je serai en danger. Donc ces personnes qui vont être constamment du coup dans cette approche plus de contrôle de l'équipe, du système, etc., dans lequel ils se trouvent. Leur comportement, du coup, c'est des personnes très assertives, qui n'ont pas de problème, du coup, à rentrer dans la confrontation, à défendre leurs idées, à défendre les plus faibles du groupe, à être, du coup, des leaders, à prendre les choses en main, voilà, à s'opposer si besoin. Ils peuvent devenir un peu durs, un peu agressifs par moments aussi. En fait, derrière cette agressivité, il y a une grande vulnérabilité, du coup, chez les négatifs 8, donc une grande sensibilité. Et justement, en fait, leur point fort, du coup, ça va être la force, le courage, la capacité à défendre les autres. Et justement, en fait, quand ils se soignent, ils vont apprendre donc, à intégrer aussi cette innocence, cette vulnérabilité, en fait, dans le meilleur sens du terme, mais vraiment, du coup, à se montrer tels qu'ils sont, sans être du coup dans ce rôle de contrôle, de domination, et aussi à se montrer un petit peu plus vulnérables et leur sensibilité. Donc, comment les reconnaître? C'est des personnes du coup, qui sont souvent des chefs d'équipe, du coup, assez directifs, voilà, personnes du coup en train de défendre du coup leur territoire. Et justement, quand ils intègrent cette vulnérabilité, ils peuvent des leaders qui vont à la fois être justement on peut trouver cet équilibre entre l'idée le groupe, mais tout en étant à l'écoute des autres, plutôt que d'être dans cette approche que directive. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vois que ma vidéo, elle bug un tout petit peu. Je me pose la question, peut-être que c'est juste la vidéo. C'est bon là. Ok, merci Lucie, parfait. Ok, trop bien. Est-ce que je me reconnais du coup dans les natifs 8? Est-ce qu'on a des personnes qui du coup se reconnaissent dans cet énatype 8? Ok, pas beaucoup de personnes, quelques personnes, mais pas beaucoup. Et l'heure de voter, encore une fois. Là, je ne sais pas si c'est facile ou non, on va voir.
Parfait. Merde, j'ai donné la réponse trop rapidement, du coup, j'ai dit parfait. Ok, trop bien. Bon, vous avez bien compris, du coup, c'est en effet, du coup, le 2. Donc, super. Continuons, du coup, avec notre dernier énéatype. Voilà, c'était beaucoup d'infos, mais restez accrochés pour voir si c'est... pour rester voir... pour continuer à voir si c'est pas votre énéatype. Donc, le 9, du coup, ça va être le médiateur ou la médiatrice. Donc, leur peur fondamentale, du coup, à cet énéatype, c'est de craindre la séparation, le conflit ou la perte d'harmonie. Donc, ces personnes qui vont avoir très peur, du coup, de séparer des autres, voilà, de créer un conflit, en fait, qui du coup, menacerait un petit peu voilà, la paix, l'harmonie, du coup, du groupe. Leur motivation, du coup, c'est chercher la paix intérieure et extérieure, éviter à tout prix, du coup, les conflits, maintenir, du coup, leur tranquillité intérieure, l'harmonie dans leur environnement. Donc voilà, ils préfèrent du coup éviter vraiment tout type de conflit et de tension. Leur croyance limitante, du coup, c'est si je m'affirme, je perturberai l'harmonie et je serai rejetée. Si j'affirme mes besoins, du coup, je perturbe l'équilibre en elle-même. Donc, c'est des personnes qui vont du coup se réprimer en fait et ne pas vraiment exprimer leurs besoins. C'est des personnes qui vont du coup être assez passives, qui ont tendance du coup à éviter les conflits, qui vont rechercher le confort, qui sont aussi très bons du coup dans garder du coup l'harmonie de groupe. Leur point fort, du coup, c'est leur empathie, leur capacité à avoir plusieurs points de vue, de rester calme. Et justement, en fait, quand ils commencent à se soigner, c'est des personnes qui vont apprendre à être un peu plus assertives, à être dans l'activité, dans le sens où ils vont apprendre à affirmer leurs besoins, en fait, tout en se permettre, du coup, d'exprimer leurs besoins sans ayant, du coup, cette peur constante de pouvoir un petit peu menacer et faire du mal, du coup, à l'harmonie de groupe. Je ne sais pas si on a des 9 parmi nous. Oui, ok. Quelques petits pouces. Beaucoup de pouces, on a beaucoup de 9. Ok, trop bien. Et le dernier vote, moi j'ai l'impression que celui-là il est assez simple aussi, mais on va voir. Parfait, c'est très clair. En effet, c'est mignon. C'est que les Harry Potter, que les Star Wars, c'est mes préférés. Donc voilà, c'est des personnes qui vont être super zen, super chill, comme Oumi. Donc voilà, avec un peu de recul, maintenant que vous avez pu écouter un petit peu tous les 9 types, quels vont être un petit peu vos 3-4 options, ou voilà, si c'est un peu plus clair, votre première option d'énéatype selon vous. Voilà, je vous laisse le partager en chat selon vous, pensez être lequel. Moi, ça m'intéresse de savoir s'il y a un peu plus de clarté par rapport à tout ça. 1, 2, 7 et 9. Parfait. Bon mixte dans l'enthousiasme. Ok. Trop bien. Donc des 9, des 5, des 2, des 7, des 9. Je peux nous remontrer le graphique. Yes, je peux remontrer. On a encore quelques slides. Est-ce que je le montre maintenant ou est-ce que je le montre à la fin? Ou est-ce que pour le vote, peut-être que ce serait plus simple que je leur montre? Je peux le montrer maintenant. Tu peux le montrer maintenant. Ouais, c'est ça, vu que comme ça, on peut voir un petit peu les 9 options. Hop, voilà. Donc, on a les 9 différentes options. Ok, trop bien. En tout cas, c'est cool de voir que vous ayez un petit peu plus de connaissances ou un petit peu plus de visibilité sur vos potentiels du coup énéatypes. Donc, je me permets de continuer parce que je vois que l'heure tourne pour finir un petit peu cette présentation, parce qu'il reste encore quelques petites choses que j'aimerais vous partager. Donc, juste dans le contexte professionnel, moi, je trouve que c'est un outil qui peut être super intéressant, voilà, qui peut apporter pas mal de transparence, d'authenticité, de se permettre aussi de se montrer tel qu'on est, avec nos peurs, avec nos motivations, nos comportements un peu typiques. Je pense que dans une équipe, il faut un peu de tout. Donc voilà, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir pas mal d'énéatypes dans la même équipe, et puis aussi d'avoir cette ouverture, un peu plus d'ouverture d'esprit et d'authenticité aussi dans notre manière de travailler ensemble. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. Quelques infos en plus, donc je vais expliquer très rapidement et puis on pourra toujours rentrer un peu plus en profondeur si jamais à un autre moment. Donc là, du coup, on a des flèches. Donc en fait, comme vous pouvez voir, donc, comme le graphique du départ, avec ce cercle, en fait, tous les chiffres sont, tous les énéatypes ont 2 flèches qui vont du coup vers 2 autres énéatypes. Et en fait, par exemple, si on prend l'exemple du 7, quand le 7 il se déséquilibre, il va du coup aller vers le 1. Donc en fait, le 7 qui est du coup en général très optimiste, enthousiaste, assez dispersé, s'ils se sont déséquilibrés, d'un coup, il peut prendre du coup un peu la critique, l'exigence, un peu cette intolérance du coup du 1.
Au contraire, quand le 7 commence à travailler sur lui-même et à s'équilibrer, il va prendre du coup les points forts du 5. Il va du coup se focaliser, peut-être s'engager un petit peu plus long terme dans des projets, étudier, lire, passer un petit peu plus des moments seuls. Donc voilà, en fait, tous les énéatypes du coup ont 2 flèches qui vont vers du coup 2 autres énéatypes. Donc c'est aussi intéressant de voir un petit peu vers quel autre énéatype je me rapproche, moi quand je suis équilibrée, quand je suis déséquilibrée. On a aussi du coup les ailes, aussi appelées du coup en anglais les wings. Donc en fait, tous les énéatypes ont du coup la possibilité, donc soit d'être un 9 pur, on va dire un 9 où moi je me sens vraiment 9, ou alors d'être un 9-8. Donc ça veut dire que tu auras une base du coup 9, mais avec une forte influence du coup du 8, ce qui va du coup créer un nouveau type de personnalité qui va du coup mélanger un petit peu le 9 et le 8. Et on a aussi du coup le 9-1, donc qui va du coup créer aussi un nouveau type de personnalité qui va du coup mélanger donc le 9 avec du coup un certain trait du coup du 1. Donc ça, c'est vrai pour tous les énéatypes qui ont toujours du coup cette option d'aller soit vers la droite, soit vers la gauche. Et on a aussi 3 variantes instinctuelles. Donc là, c'est pour tous les énéatypes. Donc en fait, il y a des subtypes. Donc il y a 3 subtypes. Donc imaginons, je suis 2. Moi, je peux être un 2 conservation, un 2 d'attraction ou un 2 social. Et en fait, il y a des distinctions du coup entre ces 3 options aussi, ces 3 subtypes. Donc sans entrer trop dans le détail, mais du coup, le 2 de conservation, la conservation en elle-même, globalement, c'est des personnes qui, du coup, vont prioriser la sécurité, le confort, les besoins matériels, qui vont, du coup, chercher, du coup, une certaine sécurité. L'attraction, du coup, c'est des personnes qui vont rechercher des connexions intenses, des relations passionnées, une certaine profondeur émotionnelle. Et le social, du coup, c'est des personnes qui vont chercher l'appartenance, l'image, le statut dans le groupe, donc vraiment cette partie sociétale, sociale. Voilà un petit peu pour les 3 variantes instinctuelles qui, du coup, s'appliquent à tous les énéatypes. Quelques pistes du coup pour identifier mon énéatype. Donc voilà, c'est pas super simple là en 45 minutes de l'identifier. C'est comme je vous ai dit, un modèle super complexe. Mais voilà, moi je vous propose ces 4 questions à prendre avec vous pour vous donner un peu plus de clarté. Donc, quelle est ma plus grande peur? Qu'est-ce qui me motive le plus dans la vie? Comment je réagis face au stress? Quand je me sens plus équilibrée, quels traits de caractère ressortent chez moi? Donc, ça peut être des bons points de départ du coup pour explorer un petit peu plus en profondeur et peut-être réduire un petit peu l'entonnoir de mes options d'énéatype. Et voilà, donc un petit peu pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous souhaiteriez du coup partager dans le chat, s'il y a des choses à partager.